parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Le show qui parle de vous et qui vous ressemble évidemment tous les matins sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. 15 ans, il faut le faire. Merci de votre fidélité, merci à la régie, merci à Nala Sidibé, à Mafata Sano, à Lamine Sidibé, l'homme de nuit, à Alassane Diallo, Papoutou, merci à Amadousso à la réalisation. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Vous nous écoutez partout en Guinée, vous êtes à l'international, ceci dit plusieurs mois, évidemment, s'offre à vous pour interagir sur nos sujets, soit vous partez sur Twitter, le hashtag Espace GG, ça n'a pas changé, si vous souhaitez interagir sur nos sujets, sinon le numéro de téléphone, le 00224 657 39 13 13, avec plaisir, dans la deuxième partie de l'émission. Vous êtes les rois dans cette émission, mesdames et messieurs. Les grandes gueules pour votre plaisir. Au menu, on s'intéresse à l'actualité. Les bureaux de la Commission électorale nationale indépendante à Conakry et à l'intérieur du pays coûtent cher à l'État. Hier, on en parlait dans les grandes gueules. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation en parlait. L'ancien président de la Commission électorale préfectorale indépendante de Dalaba, dont le siège aurait coûté 76 millions de francs guinéens par an, veut apporter ce matin, mesdames et messieurs, un démenti donc au propos du ministre Mori Kondé. Mamadou Paté Barry, c'est son nom, prendra la parole évidemment ce matin, quelque part. Quelques éléments d'information évidemment seront fournis par nos enquêteurs. Vous allez avoir plus de précisions ce matin dans cette émission. Comme vous le savez, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile annonce l'arrêt de l'émission des passeports dans les prochains jours. Derrière, le général Bachir Diallo évoque le comportement de l'opérateur Iris qui aurait du mal à respecter donc ses engagements. Quels sont les dessous de dans cette affaire? Les GG ont rassemblé évidemment quelques informations, les détails à suivre dans notre émission ce matin, les GG sur Radio Espace Guinée. La transition a démarré donc le 5 septembre 2021 en Guinée, mais elle a été voulue bien avant, depuis la France. Un collectif pour la transition s'est très vite fait connaître alors que le pays a enregistré évidemment de véritables tensions politiques. La transition est intervenue à la faveur d'un coup d'État. C'est donc en toute logique que ce collectif évidemment s'engage à soutenir les démarches de la junte militaire. Sur la durée de la transition, les activités à mener pour réussir donc la refondation de l'État, le CNT qui tarde évidemment à être meublé. Nous entendrons ce matin, mesdames et messieurs, le président de CGT, Sorel Keïta. Il est notre invité de parcours et sera avec nous ce matin dans cette émission. D'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plus grand bonheur. Les grandes gueules chez vous pour votre plaisir avec Ahmed Kourouma. Bonjour mon cher Ahmed. Bonjour, désolé pour ma voix, je suis très très enrhumé ce matin. Et pour l'amour des auditeurs, quel? Non, pour ton amour à toi. Les auditeurs on s'en branle. Il est terrible ce garçon. Les auditeurs on s'en branle. Ben voilà, c'est l'amour que je te porte, sinon honnêtement je serais dans mon lit là. Moi je n'hésite que pour les auditeurs et les téléspectateurs. Ça c'est ton problème, moi je te dis c'est pour l'amour que je te porte. Merci. Voilà. C'est pas possible, Ahmed Kourouma, il est terrible. Allez, bonjour mon cher Jacques Liwalino. Bonjour Lamine. Voilà. Bonjour à tous. Jacques ce matin, voilà. Comment ça? Qui si? Allez, Kende. Ouais, il a Kende, t'en allé. Eh ben voilà, le Kende. T'en allé. Bien. Mon cher Antoine Kourouma, bonjour. Le but Joseph. Bonjour l'ami. Bonjour. Comment ça va ce matin, mon cher Antoine? Bonjour, ça va. On s'est bien réveillé? Très bien. Eh bien voilà, je vois les coups venir ce matin, mais voilà, ça va. Je sais. J'ai déjà pris, je veux dire les gants, s'il vous plaît. Mon cher Amadou, s'il te plaît, tu vas aller dans le bureau du DG. Voilà, tu vas me porter les gants parce que je sais que ça va boxer dans ce studio ce matin. Il n'y a rien à faire. Il est avec nous ce matin, mon cher Yaya. Bonjour et bienvenue. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Mafoudia Bangoura. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Comment ça va ce matin, ma femme? Bien, et toi? Très bien, Dieu merci. Super. Voilà. Bonjour à vous, Diba Milimono. Bonjour Lamine et bonjour à tous. Voilà, on va démarrer évidemment, mon cher Diba, avec ce sujet à l'occasion donc du siège de la CEPI de Dalaba, l'ancien président, qui veut démentir. Mais d'abord, on va aller avec la CEDEAO, voilà, mon cher Jacques Liwalino, il faut le rappeler, le Conseil
Conseil de sécurité des Nations Unies donc ne se décide pas, mon cher Jacques Luvaleno. Hier, alors que nous parlions ici, il y a quelque chose qui devrait se décider du côté du Conseil de sécurité des Nations Unies, parce que il y a des démarches que la France est en train de mener auprès de ces institutions pour obtenir le soutien nécessaire à la suite, n'est-ce pas, des sanctions que la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a bien voulu prendre contre le Mali. C'est l'ambassadeur du Gabon qui a donc pris la parole au nom des ambassadeurs de l'Afrique pour faire l'exposé de la situation et derrière demander que, bien entendu, le Conseil de sécurité des Nations Unies soutienne ces sanctions. Vous le savez très bien, lorsque le Conseil de sécurité prend des mesures ou soutient, n'est-ce pas, des sanctions qui sont prises contre un État, comme on l'a vu en Libye, vous avez non seulement des sanctions économiques qui interviennent dans l'immédiat, mais juste derrière, on peut envisager une intervention militaire. Donc la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis ont dit oui, sont des membres permanents du Conseil de sécurité et derrière, comme d'habitude, la Russie et la Chine qui ont opposé une miette catégorique et l'ambassadeur de la Russie aux Nations Unies qui s'est d'ailleurs prêté à deux volets de cette question. Le premier volet, c'est d'abord les sanctions qu'il ne trouve pas juste comme bien d'autres. La situation du Mali est déjà assez compliquée, donc prendre encore des mesures et ce serait pour lui en défaveur, n'est-ce pas, des populations civiles qui n'ont peut-être pas voulu que cette situation qui demeure aujourd'hui au Mali soit ainsi. Et puis l'autre volet qu'il évoque, c'est justement l'histoire des Wagner. Désormais, je crois que la Russie ne s'en cache pas. Elle le dit clairement lorsque la France a commencé à retirer, n'est-ce pas, ses troupes sur ce territoire, et puis les Nations Unies qui ont commencé à revoir, n'est-ce pas, leur présence sur le sol malien, parce qu'on voulait quand même aller vers le G5 Sahel qui devrait en principe supplanter toutes les forces qui sont sur place, alors que le G5 Sahel, on va dire, ne fonctionne pas, parce que le G5 Sahel, en se mettant en place, a commencé à regarder l'Union européenne et les Nations Unies. La Russie estime donc que les Maliens sont en droit de demander, n'est-ce pas, n'importe quel partenaire à les accompagner pour les questions sécuritaires. Aujourd'hui, ce qui se dessine, c'est quoi? Parce que même ce matin, j'écoutais Jean-Yves Le Drian avec un discours caustique à l'endroit des autorités militaires. Et à chaque fois qu'il parle, il ne se limite pas à la question des élections. Parce que la CEDEAO est plutôt préoccupée par la question des élections. On dit qu'il faut que les autorités maliennes choisissent une date pour organiser les élections et donc pour Goïta de retourner dans les casernes. Mais lorsque le chef de la diplomatie française prend la parole, il ne s'arrête pas à la question d'ordre électoral, mais il va à la question sécuritaire et il évoque Wagner. Donc là, vous voyez directement, même si les Français dans ce studio ne sont pas d'accord avec ce que nous disions, mais vous voyez... On est d'accord. On va pas faire preuve de mauvaise foi là cette fois-ci. Merci. On est d'accord, mais on va développer après pourquoi. Il n'y a pas de problème, parce que... à chaque fois qu'on évoque la question sécuritaire, on a donc la question de Wagner qui revient. Et donc la Russie, en ce moment, ce n'est plus l'intérêt du Mali qui est vu là. C'est plutôt, la France est plutôt contre la présence de la Russie. Et donc la France est beaucoup plus contre la Russie au Mali que contre Goïta au pouvoir. Et d'ailleurs, c'est de bonne guerre, je suis désolé. Cela est tellement clair. C'est de bonne guerre, je suis désolé. C'est de bonne guerre, Jacques Luvaleno, je suis désolé. Wagner, quand même, attendez. Non, c'est malsain venant de la France. Wagner, on peut tout dire de Wagner. Je crois que si j'étais à la place des Maliens, je n'aurais pas décidé que ce soit Wagner. J'aurais peut-être décidé de négocier directement avec l'État russe. Pourquoi avoir de l'hésitation? Lorsque vous pensez que vous pouvez négocier avec un État, vous négociez directement. Mais ce que j'ai dit, Lamine, parce que lorsque le représentant de la Russie aux Nations Unies reconnaît à demi-mot que la Russie est présente au Mali à travers Wagner, il n'y a plus de problème. C'est la Russie. Ce qui pose problème, mon cher Jacques, c'est parce que c'est mercenaires, c'est nous qui les prenons. Mais est-ce que c'est ça? Jacques.
excuse-moi petite sœur, c'est la réalité. Wagner est une société de mercenaires. Mais bien sûr. Mais au cas où tu n'aurais pas... il le dit à demi-mot même, oui, Jean-Pierre Jacques. Exactement. C'est que lui-même, il a un peu honte. Exactement. Non, Jacques, je suis désolé, les mercenaires quand même. C'est pas discutable et c'est non négociable. Wagner est une société de mercenaires. C'est ça. Mais au-delà de ça... Mais reconnu par l'État russe. Non, c'est le bras armé officieux de l'État. Ils sont pas reconnus par l'État russe. C'est ça. D'accord, c'est le bras armé officieux. Exact. Ça s'appelle, c'est ça être des mercenaires. Voilà. La France en a eu en Afrique, la Russie aujourd'hui en a. Mais au-delà de tout ce qu'on est en train de dire, cela prouve à suffisance que c'est vraiment une guerre d'influence. C'est ça. Qui est en train d'être menée. Excusez-moi, je suis vraiment. Mais c'est ce qu'il le dit, à Jacques. Une guerre d'influence et surtout une guerre aussi. C'est de bonne guerre. Voilà, c'est de bonne guerre. Mais là où moi ça me On n'est pas un champ de bataille. Non, mais si. Mais nous sommes un enjeu économique à notre corps défendant. Parce que nous sommes incapables, nous, mais c'est là où ça devient kafkaïen, nous sommes incapables d'avoir une voix, ce qu'on appelle les voies de blocage ou minorités de blocage, etc. Parce que nous représentons quand même la moitié du monde. Exact. Et à l'ONU, qui décide du sort du Mali, et en gros d'une bonne partie du continent, la France, la Chine, la Russie et les États-Unis. Est-ce que vous vous rendez compte de la claque que nous prenons à chaque fois? Est-ce que vous vous rendez compte de notre incapacité à décider de notre destin, de notre propre destin? Reparlons du Mali. Qui était en première ligne au Mali? La France, mais aussi le Tchad. Qui a quand même dépêché, parce qu'on sait que l'armée tchadienne est l'une des rares armées, avec l'armée nigérienne, qui sont en capacité d'intervenir à l'extérieur. Mais la Guinée a envoyé des gens à Kidal. Et nous sommes incapables, je dis bien incapables, d'avoir notre destin en main et de décider de ce que nous voulons pour nous-mêmes au niveau de l'ONU. Ça devrait nous poser problème et surtout nous poser question. Mais on va au-delà de ça. Quand vous voyez ce que les Russes ont fait de la Centrafrique, il y a de quoi avoir peur. Je vous le dis, que les choses soient très claires. Les Russes sont aujourd'hui en Centrafrique, ils n'ont pas développé le pays. Ils ne sont pas partis pour ça. Non mais ils sont pas partis pour développer le pays. Laisse-moi juste finir. Non seulement ils n'ont pas développé le pays, mais c'est pas leur travail. C'est quoi leur travail? Leur travail, c'était justement la sécurité. Bon, alors, est-ce que aujourd'hui la sécurité, laissez-moi finir. Est-ce que pourquoi vous parlez? Laissez-moi aller jusqu'au bout. Pose ta question. Moi je dis, c'est mieux qu'avant. Non, ça c'est ce qu'on appelle un faux semblant. Et ils assurent même la sécurité du président centrafricain. Ah super, merci beaucoup. Bref, c'est ce qu'on appelle des faux semblants. Attendez, si les Russes étaient si efficaces que ça, ils n'auraient pas perdu la bataille en Tchétchénie. Et encore moins, je finis. Eh oui, mais ma petite sœur. Mais oui. Attends, tu sais, je vais te dire une chose. Tu sais pourquoi? Non, laisse-moi finir. Tu sais quoi? Mais je t'emmène là-bas parce que tu sais, le combat, il est universel. Le combat contre les djihadistes, le combat contre l'islamisme, il est universel. Donc, ce que je suis en train de te dire, moi, mais ce qui, à la limite, ça, c'est même pas très important. Je ne veux pas des Russes sur cette partie-là du continent. Ça, c'est mon point de vue. Premièrement. Deuxièmement, je finis. Et tu veux des Français? Mais les Français, on a des rapports avec la France de manière historique. Incroyable. Attendez, est-ce que vous pouvez respecter mon point de vue? Vas-y, Ahmed. Que vous ne soyez pas d'accord, c'est votre problème. Mais moi, que je sache sur ce plateau, on parle français. Que je sache sur ce plateau, ce pays, que je sache. Que je sache, ce pays qui est notre pays qui s'appelle la Guinée fait partie d'un ensemble qui s'appelle la francophonie. Je finis. Que je sache la historiquement. Se vide. Que je sache historiquement. Oui, qu'elle se vide. C'est pas mon problème, Mafoudia. Oui, c'est la raison, elle se vide. Malheureusement, parce que la France a une politique exécrable et une espèce de politique paternaliste au niveau de l'Afrique. Je suis d'accord avec cette critique-là. Mais et puis en même temps, c'est tu mélanges tout. Encore je mélange. Je reconnais ce que tu dis. Tu sais quoi? Non, je reconnais ce que tu dis. Lorsque tu dis que la France est en perte de vitesse en Afrique, je te dis que tu as raison. Est-ce que ça c'est mélangé que de reconnaître que tu as absolument raison? La France a une arrogance paternaliste en Afrique. Et tu le veux encore? Et non, c'est pas ce que je veux. Je réponds à ta question, à ton affirmation. Tu as raison. Mais il n'empêche que je reste francophone, que je suis lié à la France aussi par ma nationalité, parce que je suis ce qu'on appelle un binational, et j'assume entièrement, et j'aime ce pays. Et je préfère effectivement que l'Afrique de l'Ouest
se développe avec la France à venir, pas la France du passé, la France qui va venir, plutôt que les Russes, sauf que la France plutôt qu'un Poutine, pas mieux. plutôt qu'un Poutine qui est tout sauf un démocrate, qui a fait assassiner plusieurs journalistes, dont on sait comment ça a terminé. Il y a la France qui a détruit la Libye avec Sarkozy. Il n'y a pas que la France, arrête là-dessus. Je pense tu fais de l'anti-français primaire. Il faut qu'une chose soit claire. Petite sœur, tu fais de l'anti-français primaire. Alors moi, je une sélection de fait et nous dire de ne pas dire. C'est mon opinion. Alors d'abord, ce qu'il faut retenir de cette rencontre au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, la conclusion est qu'ils ne sont pas arrivés à faire une déclaration commune parce que il y a une divergence d'opinion entre les Occidentaux, la Russie et la Chine. En fait, on est en train de participer à une bipolarisation de la scène internationale à cause de la crise malienne, comme ce qu'on a toujours connu. C'est une lutte d'influence. Maintenant, il faut se poser une question. Pourquoi les Maliens se sont tournés vers Wagner? Parce qu'on est en train de s'attaquer aux conséquences. Mais les raisons sont là. Les Français, justement, les Français ont laissé... Non, attendez. Le mercenaire, quand même, tu t'entends? Non, laissez-moi aller au bout de mes idées. Laissez-moi aller au bout de mes idées. On a tendance à s'attaquer aux conséquences tout en laissant les causes. Pourquoi les Maliens se sont tournés vers Wagner? Parce que tout simplement, ils ont été abandonnés par les Français en plein vol. Le Mali, il y a les djihadistes qui sont au Mali. Et le Premier ministre malien, vous vous souvenez, Maïga avait dit devant le Conseil de sécurité de l'ONU, c'était vers le mois de mai, que les Français, de façon unilatérale, ont décidé de retirer l'opération Barkhane de Tessalit, ainsi de suite, les 3 bases sur les 8. Et que ce retrait-là n'a pas fait l'objet d'une concertation tripartite entre l'ONU, le Mali et la France. Donc c'est un retrait unilatéral. Et lorsque les Français quittent, ils laissent un vide. Il faut combler ce vide-là. Et c'est ce qui a amené l'État malien à explorer d'autres voies et moyens pour trouver un partenaire pour faire face à cette crise sécuritaire. Maintenant, mercenaires ou dictateurs, je place ces expressions la mine entre guillemets. Moi, ce sont des mots que je place entre guillemets. On a vu, on avait qualifié Kadhafi de dictateur. Je préfère un dictateur progressiste qui maintient l'équilibre. Oui, je préfère un dictateur progressiste qui maintient l'équilibre à un démocrate qui laisse un pays. On le regrette aujourd'hui. Voilà. Lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec vous, vous êtes un dictateur. Je pense qu'il faut qu'on sorte un peu de cette politique à géométrie variable. La France est en train de tout faire aujourd'hui pour amener l'Union européenne à prendre des sanctions contre le Mali. On n'est pas en train d'aider le Mali. Moi, je l'ai dit hier. Moi, je pense que la solution, elle est très mal posée. C'est une solution sur les 2 mains. Il ne fallait pas les remettre sur les 2 pieds. Qu'est-ce qu'on doit faire dans une telle situation? Le représentant russe, il a été clair. Il est irresponsable dans un tel contexte de menace djihadiste d'abandonner le peuple malien à lui-même face à son destin. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Ça s'appelle de la poudre aux yeux. Les intérêts du peuple malien, écoute-moi bien. Aujourd'hui, la question sécuritaire passe avant. La question sécuritaire passe avant. Que tu ne comprennes pas que la Russie se moque entièrement. Ça, c'est votre avis. C'est votre avis, Ahmed. C'est votre avis. C'est de la poudre aux yeux. Il faut qu'on comprenne une chose. On ne peut pas abandonner un peuple dans une telle situation. Mais quel abandon? Il est déjà abandonné, le peuple malien. Qu'est-ce que la CEDEAO aurait pu faire? Je suis contre les 5 ans. Je l'ai dit, 5 ans, c'est un mandat. Mais on est dans une transition. Qu'est-ce que la CEDEAO aurait pu faire? Qu'est-ce que la CEDEAO aurait pu faire? C'était de poser d'abord le débat sur les priorités au Mali. Et la priorité aujourd'hui, c'est d'abord la question sécuritaire. Aujourd'hui, ce qui se passe, et la France, et l'Allemagne, et l'Angleterre, ils se battent pour quoi? Alors pourquoi? C'est pour les ressources. C'est pas pour la sécurité au Mali. C'est pas pour les élections, c'est pour les ressources. Moi, je finis en disant quelque chose. Il y a ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. Pour le moment, c'est la CEDEAO qui prend les devants. Pour le moment, c'est la CEDEAO qui prend les devants. Mais une fois encore, je pense que le débat était très mal posé. Au lieu qu'on nous sanctionne, plus royaliste que le roi lui-même, les militaires, on sanctionne malheureusement le peuple malien. On est en train de sanctionner. On est en train. Je suis désolé. Si vous ne me laissez pas parler, comment ceux qui nous écoutent? C'est pas possible. Si vous ne me laissez pas parler, comment ceux qui nous écoutent vont comprendre? Allez-y, Diba. D'accord, je te laisse, Diba. On n'est pas en train de sanctionner. Voilà, on n'est pas en train de sanctionner la junte. Pose tes arguments pro-russes. Non, je suis pas pro-russe et je ne suis pas non plus un anti-français. Voilà. Au moins, il faut que ça soit clair. Donc, je suis en train de dire, s'il te plaît, Ahmed, calme-toi. Ahmed, je suis en train de dire qu'au lieu de sanctionner, parce qu'on est entre 2 feux, d'un côté, on a, disons, la fermeté de la CEDEAO et l'insouciance, et de l'autre côté, on a l'orgueil de la transition. Je suis d'accord. Mais entre 2 feux, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sauver le peuple. Et aujourd'hui, sauver le peuple, c'est de réfléchir d'abord sur la question sécuritaire.
On ne peut pas organiser des élections dans un pays qui est pris en otage. Les 2 tiers du territoire sont pris en otage par des djihadistes. Je pense qu'à ce niveau, ils ont manqué d'intelligence. Je ne suis pas plus intelligent qu'Enana Akufo, mais je donne mon avis en tant qu'Africain. Je pense qu'il faut mettre en avant les intérêts du peuple malien. Bien. Les intérêts du peuple malien ne tranchent pas avec la sécurité. Allez-y dans le nord, 2 femmes perdent la vie sur 10 parce que tout simplement donnant vie. Elles sont obligées d'aller à plus de 150 km pour se faire soigner et donner vie. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Parce qu'on a annexé le territoire. Le président de la transition a été clair. Il dit j'ai un chronogramme. Discutons du chronogramme. 5 ans, c'est le plafond. Si vous n'êtes pas d'accord, on peut revenir en arrière, mais il faut que la question sécurité passe en avant. Merci beaucoup. Je ne suis Diba. pas un promoteur du 3e mandat. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut s'éterniser au pouvoir, mais je suis en train de dire qu'à un moment donné, il ne faudrait pas qu'on voie les élections comme la solution sempiternelle à nos problèmes. À un moment donné, il faut réfléchir d'abord sur la question sécuritaire. Sans la sécurité, pas de développement au Mali. Voilà, allez-y, Yaya. Allez-y, Yaya. J'ai envie de dire ce matin, vive le retour à la guerre froide, parce que lorsque je vois, la France, l'Angleterre s'aligner derrière les sanctions de la CEDEAO, et de notre côté, la Chine et la Russie bloquer une résolution aux Nations Unies, c'est vraiment dommage. C'est dont il est question aujourd'hui, c'est une guerre d'influence au Mali, c'est une guerre de positionnement entre des puissances. Donc de bonnes guerres. C'est de bonnes guerres. Et voilà. Je ne crois pas que la France, qu'on dit aujourd'hui, a abandonné le Mali en pleine course, est là pour la sécurité. Je ne crois pas non plus à la Russie qui est là pour le Mali. Pour le Mali, pour sa sécurité. En fait, c'est une guerre de positionnement, c'est une guerre d'influence qui est là. Au détriment et c'est du dommage. Aujourd'hui, Diba l'a souligné tout à l'heure, et que les pays africains, le Gabon, le Kenya et le Ghana n'ont pas réussi, en tout cas, à peser au niveau du Conseil de sécurité. Rappelons, au niveau de l'ONU, toute l'Afrique n'a pas le droit au veto. C'est dommage. Aujourd'hui, on ne peut pas peser. Mais je pense qu'aujourd'hui, la France, lorsque nous voyons le ton haussé avec le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, mais également la ministre des Forces armées, Florence Parly, qui était récemment au sommet de Dakar sur la paix et la sécurité, nous voyons tout simplement que la France est préoccupée par son précaré qu'il est en train de perdre en Afrique, et c'est dommage. Et nous voyons aujourd'hui en Afrique, nous sommes livrés à nous-mêmes. On n'a pas de ressources, on n'a pas des armes pour faire face à ces situations-là. Rappelez-vous quand le professeur Cheikh Anta Diop disait dans son livre Les fondements théoriques d'un État fédéral africain, il demandait à ce que tous les Africains puissent avoir l'intégration de l'Union africaine pour avoir quoi? Pour avoir le droit de veto, une diplomatie forte, pour avoir une armée forte, pour faire face à ces genres de situations-là. Ouais. Allez-y, Mafoudi Bangoura. Voilà. Il y a une chose qui est l'anti-française. Je ne suis pas anti-française. Je ne suis pas anti-française, mais moi je dis que la France ne peut pas faire comme bon lui semble sur le continent. Et comme on le dit, la nature a horreur du vide. Ce qui est arrivé. Ah mais si. C'est pas une raison. Non mais Lamine, écoute-moi d'abord. Je t'écoute. Écoute-moi d'abord. Ce qui est arrivé au Mali. Je suis d'accord. Tu me désespères ce matin. Moi je prends parce que c'est sûr que c'est Tu me désespères ce matin. Et ce qui est arrivé au Mali, c'était à peu près la même chose en Centrafrique. Figurez-vous que c'est dans les annonces officielles que le président centrafricain, par exemple, a appris le retrait de la France dans la gestion de la sécurité. Comment est-ce que vous pouvez comprendre? En fait, lorsque c'est arrivé, c'est tout au hasard, peut-être on va mettre ça entre guillemets, c'est tout au hasard qu'il y a eu cette collaboration avec la Russie, parce qu'à un moment donné, les Centrafricains ne savaient plus à quel sens se vouer, parce que la France, sur laquelle on comptait avec l'opération Serval, avait décidé de façon unilatérale, comme au Mali là, de se retirer. Et voyez ce qui arrive au Mali. Ça fait quand même des années qu'il y a cette histoire de djihadistes. On se rappelle de 2013-2012, lorsque la France est arrivée avec toute l'assurance pour dire qu'on va vous aider à chasser les djihadistes. Ça nous fait combien d'années que la France est dans le nord du Mali? Et pour quel résultat? Attendez, vous pensez que c'est un fait du hasard que les Maliens eux-mêmes aujourd'hui se posent des questions sur l'utilité de la France? Pourquoi tu comptes sur la France? Non mais attends. Pourquoi tu ne compterais pas sur une force africaine? Pourquoi la France même est arrivée? Mais on s'en fout, ça, c'est pas c'est parce que nous sommes incapables de nous défendre. Écoute, ne mélangeons pas les débats. Parce que nous sommes incapables d'avoir une armée digne de ce nom. Voilà pourquoi la France est arrivée. Quand on part du principe que tous les pays collaborent,
hein, il n'y a pas de problème à cela. Le problème, c'est quoi? C'est lorsque vous arrivez et que vous ne faites pas ce pourquoi vous êtes arrivé. Aujourd'hui, il y a des soupçons sur la France quant à leur collaboration avec des djihadistes. Comprenez un peu les Maliens. La situation se tend aujourd'hui. Moi, ce que je demande, c'est de faire très attention. Dans les échanges, dans les débats, de ne pas permettre à ce qu'on arrive à ce qu'on a connu en Libye. Parce que de façon très facile et très tôt, l'opinion africaine est allée à contre-courant et on a diabolisé Kadhafi. On ne s'est pas donné le temps de comprendre ce qui arrivait dans le pays. Et ça a donné un cutus à la France, par exemple, de mobiliser l'OTAN et de venir intervenir. L'Afrique, qu'est-ce qu'elle a fait pour Kadhafi? C'est ça le problème. Là n'est pas le problème. Là n'est pas le problème. On parle des pays africains là. On parle des conséquences que les autres pays peuvent avoir lorsqu'il y a un drame dans un pays. Qu'est-ce que nous avons fait pour défendre Kadhafi? Quand il y a eu ce qu'il y a eu en Libye, on connaît les conséquences. D'ailleurs, c'est de cela qu'on est en train de parler. Donc, lorsque l'histoire se répète et que pour une raison ou une autre, on est en train de prendre des décisions, il est important de voir de très près ce qu'il y a lieu de faire. Il est annoncé aujourd'hui une réunion entre les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Voyez comment le sujet est important pour eux-mêmes. C'est vrai que la situation se corse. C'est pourquoi moi je dis même au niveau du Mali, et moi je me réjouis d'abord dans un premier temps que la junte quand même montre à cette CEDEAO qui est restée inerte lorsque certaines choses se passent, que oui, il y a de, comment je vais dire, ils vont pas se laisser faire, mais au même moment, il y a quand même cette ouverture. Et c'est à cela, c'est à ce niveau que j'invite la CEDEAO, l'UEMOA, toutes ces institutions africaines à se dire que d'abord, c'est un problème africain. La France est minime par rapport à toutes ces institutions réunies. Qu'on puisse au moins donner la latitude. Non, arrêtez ça. Quand moi, ce que je crains aujourd'hui... on n'a pas une minorité de blocage. Ça sert strictement à rien. Non, écoutez. On est en train de se gonfler la poitrine africaine. On n'a pas une armée digne de ce nom, c'est la réalité. Comme une montagne qui nous surplombe. On a un problème au Mali aujourd'hui. Il y a un problème de logique dans la sortie d'Ahmed ce matin. C'est quand même incroyable. En fait, il dit les Africains ne se prennent pas en charge. Mais c'est quand même les mêmes Africains qui partent voir les Nations Unies pour obtenir, n'est-ce pas, si vous voulez, l'autorisation de l'armée pour venir intervenir. Et aussi, on est d'accord. Merci Alors, beaucoup. il faut laisser le Mali. Merci beaucoup. Il faut laisser le Mali. Allez-y, Antoine. Allez-y, Antoine. J'écoute tout le monde. Et je pense que si la junte militaire au Mali écoute certains propos dans ce studio, ils vont foncer droit dans le mur. Parce que il y a de ces choses, vous ne pouvez pas le dire en occultant le passé. Quoi qu'on dise, il y a un passé avec la France. Faut pas qu'on fasse comme si avec la France l'histoire a commencé aujourd'hui. Je ne dis pas que la France est saine dans tout ce qu'elle fait. Il y a assez de dessous dans les relations entre la France et l'Afrique. Nous en sommes conscients. La preuve d'ailleurs, c'est ce qui se passe au Mali. Si le terrorisme perdure au Mali, on accuse la France de jouer la sapeur-pompier, de nous mettre le feu et après de venir jouer les pompiers derrière. Ça, c'est connu de tous. On les accuse d'armer parfois les terroristes. On met parfois des armes, selon ce que nous apprenons, dans des véhicules appartenant à ces forces armées françaises pour aller armer derrière les terroristes. Je me souviens encore en 2016, lorsque les terroristes étaient aux portes de Bamako, on se souvient que c'est la France qui a tout de même intervenu pour repousser ces terroristes-là. Je me souviens de l'arrivée de Hollande à Bamako à l'époque, où les Maliens sortis comme un seul homme clamaient « Vive la France !» On avait pris en triomphe François Hollande pour le féliciter pour l'action menée à l'époque contre ces djihadistes. Même si de rien on n'a pas compris pourquoi arriver au port de Kidal, on a empêché l'armée malienne d'accompagner les Français pour repousser les rebelles. On a compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Bien. Parce qu'à Kidal, il y avait une richesse, il y avait comment on appelle, une exploitation de l'or de ce côté-là. On n'a pas voulu que les Maliens accèdent à la ville et jusque-là, il n'y a pas eu d'explication véritable pour nous faire comprendre pourquoi cette situation s'était passée ainsi. Aujourd'hui, je ne suis pas pour une rupture brusque des relations franco-maliennes parce que nous savons par quoi ça a commencé. On sait tous les rivalités qu'il y a entre les grandes puissances. Aujourd'hui, les Maliens n'ont pas intérêt à rompre brusquement avec la France. Nous connaissons les conséquences. Je préfère qu'on parte avec la... Non. Privilégions la diplomatie. C'est les Français qui ont dit qu'ils partaient. Jacques. Mais c'est ça la vérité. C'est pas les Maliens qui ont chassé les Français. Jacques, nous clamons haut et fort tout le temps qu'on est souverain, qu'on est indépendant. Lorsqu'un débat
idéologique se pose, on dit qu'on est souverain, on est indépendant. Mais quand c'est sécuritaire, on fait appel aux puissances étrangères. C'est pas idéologique. Non, mais attendez. Lorsque des questions sécuritaires se posent, on fait appel à des puissances étrangères pour venir nous aider à repousser certaines menaces. Pourquoi est-ce qu'on le fait si on avait les moyens de nos politiques? Bien. À mon avis, quand on n'a pas les moyens, quand on est pauvre, on fait attention à ce que nous faisons. Parce que quand on a affaire à une puissance, on fait bobo. Quoi qu'on dise, nouer une relation avec la Russie. Je pense, ça c'est mon point de vue. Bien. Je pense. Il faut être réaliste. C'est réaliste d'ailleurs. Je pense que je suis désolé. nouer une relation avec la Russie maintenant n'a plus de conséquences. C'est pas la Russie, il faut dire les mercenaires. Je suis désolé. C'est des Russes. C'est des Russes. Je parle du contraire et des mercenaires. C'est pas l'État russe. Ça a plus de conséquences qu'avec n'importe qui. Parce que supposons que les Russes viennent. Supposons que les Russes viennent à Bamako ou au Mali. Supposons qu'ils réussissent à repousser les rebelles. Vous connaissez les conditions qu'ils vont poser par après? Vous connaissez ce qui va advenir après? Merci beaucoup, Antoine. Avec la France, je ne dis pas qu'il n'y a pas de souci. Il y a des soucis avec la France. Ils peuvent en discuter et trouver une solution. Merci. Mais je ne trouve pas opportun qu'on fasse appel à des mercenaires au détriment d'un État que nous connaissons. Si la France se retire, les Russes, les mercenaires russes, pour moi, ne sont pas une solution. On est en train d'encourager Goïta. Goïta, pour votre information, avant-hier, a mis de l'eau dans son vin. Il a commencé à appeler au dialogue avec la CEDEAO. Donc on est en train de bomber le torse pour dire faites comme si, faites comme ça. La Guinée est plus engagée que le Mali dans cette histoire. Les Maliens qui sont concernés eux-mêmes ont posé le débat pour dire à la CEDEAO on veut engager le dialogue avec vous. Bonjour. Faisons attention pour ne pas que la situation s'envenime. Ce qui se passe là, il faut que cette CEDEAO se rende compte que la situation qu'on vit aujourd'hui, c'est pas par la manière forte qu'on peut régler cette histoire. Merci. La diplomatie est la meilleure donne. Laissez tomber ça, quel rapport de force. Vous avez quel moyen pour faire des rapports de force? Il y a quel moyen? Vous n'avez rien, c'est vous quelqu'un. Vous n'avez rien, vous êtes orgueilleux. Quand on n'a rien, on n'est pas orgueilleux. Vous n'avez rien, vous êtes orgueilleux. Vous faites l'arrogance, vous n'avez rien. Quand on n'a pas les moyens, on se calme. Eh ben voilà, c'est comme ça qu'on aime cette émission. Bien, Tamba Karim Milinono nous a rejoint. Bonjour Tamba. Bonjour Lamine. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai apporté des gants ce matin. On va essayer de montrer ça. Voilà. Comme ça, c'est plus simple en fait. Voilà. On va apporter des. Voilà. Parce que je sais que ça va chauffer dans cette émission ce matin. Allez-y Tamba. C'est pas possible. Alors, je veux commencer par dire à Antoine, il y a un proverbe chez nous là. On dit que tu vois deux gaillards, ils sont en train de fuir. Et puis tu les vois emprunter une voie. On leur dit, là-bas il y a un lion. Ils disent, on s'en fout. On fonce vers le lion. Et ben voilà. C'est que ce qui est derrière eux est beaucoup plus dangereux que le lion qu'ils préfèrent choisir. C'est-à-dire là, tu meurs un coup. Alors oui, je pense que les Maliens sont conscients du fait que le mercenaire n'est pas forcément le meilleur allié. Les Maliens sont conscients là-dessus, ça c'est une chose. Et le Mali est aussi conscient d'une autre chose. Vous avez vu toute l'aide publique au développement. L'aide publique au développement en France est distribuée à travers l'Agence française de développement. Mais pour accéder à ça, ce que la France fait, donc l'Agence française au développement est là, c'est l'entité qui va gérer l'aide publique au développement, qui est très importante par ailleurs, par rapport au Mali, par rapport à la Guinée, des États comme les nôtres. Qu'est-ce que la France fait? C'est son argent, mais elle dit pour gérer l'aide publique au développement, qui est déjà gérée par l'Agence française au développement, il faut créer une entité technique qui va gérer tout ça qu'on appelle Expertise France. Bon, après maintenant, il y a d'autres ONG. C'est comme Médecins sans frontières, c'est français, Action contre la faim, ainsi de suite. Donc ces ONG-là sont là pour gérer ça, mais ça reste quand même quelque chose qui vient aider le Mali au moins sur le plan du développement. Après, le débat sur l'aide, ça peut se poser, mais le Mali est conscient de l'aide qu'il y a. Et ça, c'est déjà l'aide à la multilatérale, mais aussi l'aide bilatérale. Donc, il y a tout ça qui se crée. Et au-delà de tout, on connaît un peu l'assise que la France peut avoir sur ces États. Le Mali est conscient de cela. Mais le Mali est quand même conscient d'une autre réalité. Aujourd'hui, et il faut bien se l'entendre dire, la priorité n'est pas toujours et forcément la question électorale. Malheureusement, dans la gestion publique en Afrique, c'est devenu le principal débat.
il faut pouvoir en sortir. Et donc, il y a quand même une chose. Le peuple malien prend conscience d'une situation. Ce n'est pas d'aujourd'hui que ça date de longtemps. Et on se dit, cette fois, essayons. Je pense que souverainement, le peuple malien a le droit de dire, on va aller vers tel ou tel autre. C'est des Russes, Lamine. Même si c'est des mercenaires, ça reste des Russes. Ça reste des Russes. Et Maf a dit tout à l'heure qu'il y a plus de résultats côté Centrafrique aujourd'hui avec les Russes qu'avec les Français. Avec Wagner. Et puis le Français qui est là, il s'émeut. Mais j'ai juste envie de te dire, oui, quoi. lis l'histoire de la France en Centrafrique. Oui, t'inquiète pas. Tu vas comprendre que c'est pas des enfants de cœur là-bas en Centrafrique. Ce qu'ils ont fait à cet État. Qui t'a dit le contraire? On a trouvé rarement dans l'histoire de la colonisation en Afrique une telle violence. Mais vous enfoncez des portes ouvertes là. Vous enfoncez des portes ouvertes. Écoute, évidemment, vous avez raison. Je veux juste terminer. Est-ce qu'on a dit le contraire? Je veux juste terminer. Mais ce qui s'est passé en Centrafrique, c'est là-bas qu'ils ont créé la carte d'identité avec mention de l'ethnie. C'est eux qui ont fait ça. Ça s'est passé en Centrafrique. Première chose. Non, mais quand même, Ahmed, on parle des grandes gueules. C'est ce qui s'est passé là-bas. Mais pire, Lamine, les divisions dont vous entendez parler aujourd'hui, jusqu'à l'éclatement, jusqu'à l'exploitation qu'il y a aujourd'hui sur ce territoire. Mais il faut quand même aller revisiter ça et dire aux peuples africains qu'ils ont le droit, à un certain moment donné, de regarder ce qui s'est passé dans l'histoire et de choisir en fonction de cela. Je pense que c'est cher Anta Diop qui le dit. Nous avons notre Sénégalais dans ce studio. Un peuple qui refuse de lire son histoire est condamné à se perdre. Et c'est heureusement, je dis heureusement, ce que le peuple malien est en train de faire aujourd'hui. Et moi, je dis encore une fois, la junte militaire guinéenne n'avait même pas d'autre choix, Antoine. On n'avait même pas d'autre choix. On nous a déjà mis au banc de touche de la CEDEAO. Ça, c'est une première réalité. On nous a donné 6 mois. Toi, même contre ton ennemi, tu peux lui dire, organise tout ça là en 6 mois. Même ton ennemi. C'est-à-dire que tu ne veux pas du bien de ton pire ennemi. Tu ne peux pas lui dire, organise toutes ces élections, revois ton fichier électoral, donne-toi des lois et des institutions électorales en l'espace de 6 mois. Après, on se moque quand même de nous. À un certain moment donné, il faut pouvoir se poser les vraies questions. La question du délai, ça va se discuter. Mais encore une fois, je trouve que le peuple malien doit garder son droit de s'autodéterminer souverainement. Merci beaucoup, Tamba Zakari Milimono. Vous êtes chez les GG. Merci à vous qui nous regardez au Mali. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Alors nous allons nous intéresser évidemment, nous parlons de la CENI ce matin, mesdames et messieurs. Location du siège de la CEPI de Dalaba, l'ancien président dément le ministre. On l'écoutera évidemment dans la deuxième partie de l'émission. Arrêt de l'impression des passeports, les dessous ce matin chez les GG. Transition en Guinée, la position du CGT avec Sorel Keita qui nous rejoindra évidemment dans notre émission. Cette enquête, nous partons à Swapiti ce matin, Diba Milimono. Oui, voilà, Lamine, on parle de Swapiti ce matin, le projet Swapiti, qui est quand même un méga projet qui a été lancé en 2016. Et bien avant le lancement du projet, il y a eu une étude d'impact environnemental et social qui avait été menée en amont pour définir un peu tous les paramètres, les citoyens qui devaient quitter le site, comment les dédommagements devaient se faire, mais aussi la cellule d'exécution, le nombre d'employés qu'il fallait recruter pour l'exécution des travaux. Oui. Donc dans l'étude de faisabilité qui avait été faite à l'époque, vous regardez par exemple ici, c'était 356 employés qui avaient été en tout cas l'acte prévisionnel. Par rapport à la cellule d'exécution. Maintenant, sur les 356, vous prenez par exemple le cadre technique. Normalement, il devait être 30 cadres techniques au compte du projet avec un salaire de $25,000 par an. C'est-à-dire $2,000, $83 comme salaire mensuel. Donc, sur l'année, ça fait $25,000 pour le cadre technique. Pour, par exemple, le personnel d'appui, ça vous fait $10,000 sur l'année et vous divisez ça aussi par les 12 mois. Donc, sur le cadre technique, quand il y a eu cette étude, qu'est-ce que la direction a fait? Quand ils ont mis la direction en place avec M. Amara, notamment, et surtout le directeur général adjoint, M. Formo Denis Sagno, ils ont écarté complètement cette grille.
qui a été fait dans l'étude de faisabilité, Oui. qui consistait à payer par exemple le cadre à $25,000 sur l'année et $2,083 par mois. Donc ce qui fait 19 millions à peu près par mois pour le cadre technique. Alors ils ont fabriqué une grille, cette fois-ci salariale, dans le dos des travailleurs. Les travailleurs n'étaient pas au courant de cette grille salariale. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour le même cadre technique qui devait être payé par 19 millions par mois, c'est-à-dire les $2,000? Cette fois-ci, la grille que la direction a constituée, le même cadre recevait un salaire de 1 625 000 francs guinéens. Incroyable. Et comment cette grille a été fabriquée? Par exemple, sur le montant, au niveau... Djiba, mon ami, ce que tu dis est tellement grave. Allons doucement. D'accord. Alors, donc là, c'est la grille d'études d'impact environnemental et social qui a été fait parce que le projet Swapiti a coûté $1,5 milliard hors taxe. C'est le coût global du projet avec Exim Bank, avec la société CSE qui est en train d'exécuter une société chinoise. Donc, lorsqu'ils ont fait l'étude de faisabilité, cette grille, elle est là. Vous regardez par exemple 4 techniques qui sont au nombre de 30, soit $25,000 comme salaire annuel. Vous divisez les $25,000 sur les 12 mois, ça vous fait $2,083. Donc, ça fait à peu près 19 millions par mois. Mensuel. Sauf que cette grille-là, lorsque le projet a démarré et que les cadres ont été recrutés, en lieu et place des 356 cadres, ils n'ont recruté que 142. Et sur les 142, justement, à peu près la moitié. Et donc, lorsqu'ils ont recruté à peu près la moitié, pour le même cadre dont le salaire était à 19 millions, cette fois-ci, on revient à un salaire de 1 625 000 francs guinéens. Et comment on arrivait à ce salaire? Parce que les employés, à la fin, ils ont mis main sur ce document, finalement. Parce qu'ils n'avaient pas accès à ça. Et comment ils ont réparti les salaires? Par exemple, au niveau du transport, c'est d'abord le transport 450 000, le logement 300 000, ce qui fait un salaire mensuel de 3 250 000. Sauf que le même salaire, les 3 250 000, ont été divisés en deux. On les donne 1 625 000. Et ensuite, dotation carburant. Pour le cas technique, il y avait une dotation de carburant par mois de 3 millions. Sauf que dans nos enquêtes, ces employés n'ont jamais reçu ces dotations de carburant. Sur les 5 années, ils n'ont jamais reçu. Et pourquoi on est en arrivé à 1 625 000? Lorsqu'il y a une réunion, lorsqu'ils ont mis main sur ce document, ils ont dit, mais comment est-ce qu'on peut prévoir dans le document de base de nous payer à $2,000 par mois, en fonction de notre grade, et vous nous payez 1 625 000, soit la moitié des 3 250 000 que vous devez nous donner, soit les 50% du salaire. Ils ont dit non, le financement n'est pas bouclé, il faut attendre qu'on boucle le financement. Ensuite, sachez que ce qu'on vous donne, c'est la moitié, c'est des primes de vos salaires. Lorsque le financement sera bouclé, vous serez payé au salaire exact. Ça n'a jamais été fait. 5 années après, à partir du 31 mars 2021, ils ont systématiquement remercié ces travailleurs. Il faut rappeler sur les 142, ces gens-là n'ont pas de contrat de travail, n'ont pas de cotisation sociale et surtout, il n'y a pas de règlement. Lorsqu'ils ont été remerciés, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez par exemple là la mine, une grille que je vais vous présenter aussi. C'est la liste par exemple des travailleurs du projet Swapiti. C'est la liste, les 142. Et là aussi, il y a des problèmes la mine. Parce que sur les 142, il y a des personnes qui ne devraient pas être sur cette liste parce qu'ils ne sont pas des employés du projet Swapiti. Le ministre Talibé, par exemple. Donc des fictifs. Des fictifs. Par exemple, le ministre Talibé, l'ancien ministre de l'énergie, Talibé Silla, il faisait partir du projet. Pourtant, il est le ministre de l'énergie. Il prend son salaire de ministre et il prend un salaire au compte aussi de Swapiti. Donc les travailleurs se sont dit, mais est-ce que le ministre, normalement, dans l'ossature, sur les 142, devait être sur la liste? Non. Vous avez là, par exemple, Talibé Cheikh Silla, il prenait un salaire de 12 millions par mois. À Ecobank, il est viré à Ecobank, avec le numéro de compte 100 414 610 47 521. Ça, c'est son numéro de compte qui est là. À part le ministre Talibé, il y a également d'autres personnes qui sont là à la mine. Vous avez, par exemple, une certaine Touré Augustine, qui est la secrétaire du ministre, qui également prend le salaire au compte du projet Swapiti. Elle a un numéro matricule de 044. Vous avez le chauffeur de Talibé également. Il s'agit de Mamadouba Passé Silla, numéro matricule 131, et qui prenait un salaire mensuel de 2 875 000 à la banque BCI. Le numéro de compte aussi est là. Vous avez également le jeune frère, cette fois-ci de M. Sagnon, qui est le DAF du projet, qui est souvent mis en l'index dans cette affaire. Il s'agit de Sagnon Norbert, qui prend aussi un salaire de 1 625 000. Il y a le chauffeur de la femme de Sagnon, qui aussi prend un salaire au compte du projet. Il s'agit cette fois-ci de M. Silla Moussa, numéro matricule, tenez-vous bien, 106. Et ce n'est pas tout. Le problème, c'est que... Voilà, vous partez...
je finis rapidement. Vous partez très loin. Là, vous avez par exemple prime de Tabaski des militaires 2018. Le ministre Ali Bess, il a 17 gardes des corps. C'est-à-dire ceux qui sont chez lui, ceux qui sont au département et ceux qui l'accompagnent. Et ces gens-là prennent des primes au compte du projet Swapiti. Pourtant, ce sont des personnes qui ont été délocalisées au compte de l'armée, qui ont des soldes qu'ils prennent. Donc vous avez les 17 gardes de corps, 200 000, 200 000, 200 000. Vous avez par exemple l'ancien directeur du projet qui a 5 gardes de corps également qui prennent toujours les mêmes primes. Vous avez le staff DG également, lui aussi il a 5 gardes de corps. Le staff DG. Justement, vous avez également à ce niveau le DAF qui est M. Foromo Denis qui a aussi ses gardes de corps ici qui prennent aussi des salaires au compte du projet Swapiti. Alors lorsqu'ils se sont retrouvés face à cette situation, ils ont fait un mémo qu'ils ont adressé à Doumbouya. On va en parler. Voilà, on va en parler évidemment à venir. Mesdames et messieurs, sur les coups de 10 heures. Vous êtes chez les GG. Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace.